Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, alors que pour la 17e fois en moins d'un an, une motion de censure est déposée contre mon gouvernement, je voulais commencer par un mot qui surprendra peut-être. Merci. Merci, Madame la Présidente Rabault, de montrer une nouvelle fois par cette motion de censure que nous sommes bel et bien dans une démocratie parlementaire où le gouvernement est responsable devant le Parlement qui peut à tout moment tenter de le renverser. Merci Madame la Présidente Panot, Monsieur le Président Vallot, Madame la Présidente Chatelain, Monsieur le Président Chassaigne, de faire une fois de plus la démonstration que quels que soient les événements, quels que soient les textes, quels que soient les débats, le mot de la fin revient toujours à l'Assemblée nationale. Merci, Mesdames et Messieurs les députés de la NUPES, signataires de cette 17e motion de censure, de prouver une fois encore que notre Constitution trouve grâce à vos yeux et que vous ne rechignez pas à faire usage de son article 49, alinéa 2. Merci enfin d'avoir permis aux Français, déjà à 16 reprises, de constater que vous n'avez pas de majorité et qu'il n'y a pas de majorité alternative au Parlement. S'il vous plaît. Pourtant, Mesdames et Messieurs les députés de la NUPES, dans ce moment de gratitude, j'éprouve aussi une forme de perplexité. Un sentiment sans doute partagé par tous les observateurs de notre vie politique et de nos débats. Avec vous, nous vivons en effet des temps d'incohérence, de contradiction, j'en ai même bien peur, des temps de démagogie. Des temps d'incohérence où ceux qui ont perdu 2 présidentielles, 2 législatives et ne disposent d'aucune majorité sur ces bancs prétendent être les seuls légitimes pour parler au nom du peuple. Ou ceux qui appellent à juste titre à s'opposer au Rassemblement national sont les mêmes qui veillent à rendre les textes de leur motion de censure acceptables pour l'extrême droite et comptent sur ces voix pour tenter de renverser l'exécutif. Des temps de contradiction où les mêmes qui tweetent pour empêcher à tout prix un vote crient ensuite au déni de démocratie. Où ceux qui se plaignent aujourd'hui de l'absence d'un débat sur les retraites ont tout fait pour l'empêcher en utilisant tous les outils d'obstruction à leur disposition. Où ceux qui crient à la mise en péril de la démocratie parlementaire adoptent les méthodes de l'antiparlementarisme à force d'injures et de hurlements. Où certains se livrent à une parodie du serment du jeu de paume et distinguent la bonne République, la leur, de la mauvaise, celle des autres. Des temps de démagogie où les mêmes qui exigent le respect de nos institutions et de nos règles négligent les décisions du Conseil constitutionnel et détournent le contrôle de recevabilité à des fins purement partisanes. Mesdames et Messieurs les députés censeurs, pourtant, il n'y a pas les bons articles de la Constitution quand vous les invoquez et les mauvais articles de la Constitution quand nous les invoquons. La Constitution n'est pas à géométrie variable. On ne prend pas les articles qui nous plaisent avant de rejeter ceux qui ne nous arrangent pas. La Constitution est un bloc et quand on respecte la République, on l'accepte en entier du début à la fin. Cette Constitution, notre Constitution, permettez-moi de vous en rappeler l'histoire. Elle est née dans une période de troubles graves. Pour faire face aux défis de la stabilité économique et de la décolonisation, alors que la République même était menacée.
Elle a été bâtie par le général de Gaulle et Michel Debré, approuvée par le peuple et conçue pour permettre à notre pays d'avancer, y compris dans les moments les plus rudes, surtout dans les moments les plus rudes. La Ve République, c'est cette construction institutionnelle qui donne toujours le dernier mot au Parlement, mais permet au gouvernement d'avancer sans être empêché par les manœuvres ou des majorités de circonstances. Mesdames et messieurs les députés, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre? Vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette Assemblée et la Première ministre. Madame la Première ministre. Mesdames et messieurs les députés, bien sûr, les comparaisons doivent se manier avec prudence et je ne m'y risquerai pas. Mais chacun mesure que nous traversons l'une de ces périodes où les défis sont multiples, les bascules nombreuses et les changements se précipitent. Chacun de nous, élus de la nation, mesurons au quotidien avec nos concitoyens les transformations profondes et les enjeux devant nous. Souvent, j'entends certains dire que les Français nous regardent, je le crois aussi. Et je sais qu'ils voient ceux qui tendent la main et ceux qui refusent systématiquement, par principe, de la saisir. Certains ici semblent convaincus que le courage politique, c'est une opposition vocale, caricaturale, totale. Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels. Le vrai courage politique, c'est de sortir du confort de la posture, de la course aux petites phrases, de construire des majorités, même avec ceux qui ne pensent pas exactement comme nous. Les défis qui nous attendent sont d'une ampleur immense. Nous devons trouver la force collective pour les relever. Depuis 1 an, nous avons commencé. Les majorités se nouent, les textes sont votés. Nous avons trouvé des accords et des solutions sur des sujets majeurs comme la sécurité de nos concitoyens ou la transition énergétique. D'autres chantiers nous attendent et nous continuerons à construire des majorités. Car sur chaque défi, nous devons débattre, nous pouvons nous opposer même fermement, mais nous n'avons ni le temps ni le droit de tergiverser, ni le temps ni le droit de bloquer les solutions nécessaires pour les Français. Je pense à la transition écologique, impérative face à l'ampleur du dérèglement climatique et à l'effondrement de notre biodiversité. Nous avons commencé à agir, nous devons continuer, accélérer partout en France avec les élus locaux et repenser nos manières de produire, de consommer, de vivre. Je pense à nos services publics, au cœur des attentes de nos concitoyens, incarnation de la République dans nos territoires. Nous devons garantir l'accès de tous à une santé de qualité, désengorger nos services d'urgence et continuer à nous attaquer aux déserts médicaux. Nous devons répondre aux enjeux de l'éducation de nos jeunes, assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux, veiller au remplacement des enseignants, revaloriser leur carrière et réformer le lycée professionnel. Je pense à notre dette qui ne doit pas peser excessivement sur les générations futures. Nous ne pouvons pas renoncer à conduire les réformes nécessaires et priver notre jeunesse de la protection du modèle social français. Je pense à notre ordre républicain et à la sécurité de nos concitoyens. Et permettez-moi à cet instant d'avoir à nouveau une pensée pour les jeunes enfants et les adultes blessés jeudi dernier à Annecy. De dire ma solidarité et mon soutien à leurs familles et à leurs proches et de saluer les forces de l'ordre, les secours, les soignants, les citoyens dont l'action a permis de sauver les victimes. Plus que jamais, nous devons protéger nos compatriotes contre toutes les formes de violence et de délinquance. Nous devons lutter contre l'impunité et assurer l'efficacité de notre justice.
Nous devons garantir l'application de nos lois et le respect de nos frontières. Enfin, mesdames et messieurs les députés, nous devons agir pour le travail. Ces derniers mois, nous en avons beaucoup parlé. Le débat social et politique a été utile. Il nous a permis de bâtir un meilleur projet pour nos retraites. Pour ma part, je n'ai aucun doute. Le travail n'appartient pas au passé. Il est plus que jamais essentiel pour réussir les transitions écologiques ou numériques, pour conquérir notre souveraineté, notamment industrielle, et créer la richesse nécessaire pour préserver notre modèle social. Refuser le travail, c'est tourner le dos à des décennies de combats politiques et syndicaux, non pas contre le travail, mais pour les droits et le pouvoir d'achat des travailleurs. Cela ne veut pas dire que nous minimisons les changements dans le rapport de notre société au travail. Mais je crois que le travail a de l'avenir, car il reste la meilleure manière de conquérir son autonomie, son indépendance, de gagner dignité et émancipation. C'est pour cela que nous avons mené la réforme des retraites. C'est pour cela que nous voulons donner aux bénéficiaires du RSA les moyens pour accéder à un emploi, vivre de leur travail et sortir vraiment de la précarité. C'est pour cela que nous continuerons à offrir des progrès sociaux pour garantir l'égalité des chances et lever les freins à l'emploi, comme l'ouverture de 200 000 places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants. Ce sont des chantiers longtemps repoussés que nous prenons à bras-le-corps. Et c'est avec le courage de faire et la volonté d'agir que nous atteindrons le plein emploi. Mesdames et messieurs les députés, voilà les combats qui m'animent, voilà les combats que mène mon gouvernement. Voilà surtout les réponses attendues par nos concitoyens. Nous avançons avec transparence, cohérence. Tous les chantiers que j'avais annoncés dans ma déclaration de politique générale ont été ouverts, tous sans exception. Toutes les initiatives que j'ai présentées il y a 2 mois pour accélérer et offrir des progrès tangibles aux Français sont lancées. Sous le regard de nos concitoyens et comme toujours sous votre contrôle démocratique, nous sommes au travail. Alors, dans cette période de défi, où les enjeux et les attentes sont immenses, je le demande aux partisans de la censure permanente, voulez-vous continuer les indignations factices, les stratagèmes politiciens et les références sélectives aux articles de notre Constitution, ou pouvons-nous ensemble débattre de bonne foi et agir en responsabilité? Dans quelques instants, une nouvelle fois, vous voterez. Dans quelques instants, une 17e fois, l'Assemblée nationale aura entre ses mains l'avenir du gouvernement. C'est le principe même de la démocratie parlementaire et aujourd'hui, comme chaque jour, elle vivra pleinement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.